Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 15 juillet et j'ouvre un nouveau vlog. Je vais évidemment tout de suite vous parler lecture en cours pour faire un petit peu le point. Au niveau de l'audio, j'ai terminé Fifth Gambit la semaine dernière, je l'ai terminé ce week-end. Et du coup, entre temps, j'ai attaqué ceci à l'audio, toujours chez Audible pour moi. Un monde presque parfait de Laurent Gounel, c'est un roman qui est paru il n'y a pas très longtemps chez Mazarine. J'en suis vraiment au tout début, donc pour l'instant, je peux pas trop vous donner mon avis. Et en lecture papier, j'attaquerai ce soir Le secret des Deveril de Santa Montefiore. Ça, c'est un livre qui paraît aux éditions Verso, c'est une saga et ça sera donc le premier tome, donc voilà, celui-ci, vous en aurez l'update dans ce vlog. J'ai terminé 3 romans depuis le dernier vlog, dont Fifth Gambit, mais comme toujours, je vous prendrai un petit peu plus tard dans ce vlog pour vous en faire l'update. Là, je vous prenais surtout pour ouvrir ces petites réceptions que j'ai faites ce week-end. La rentrée littéraire commence un petit peu avec ces réceptions, je pense. Alors, la première petite chose que j'ai reçue, ça me vient de chez Kalman Levy. Oh, il est un petit peu abîmé. Et il s'agit de... c'est un roman de rentrée littéraire, je dis pas de bêtises, voilà. Un roman qui paraîtra le 21 août. Et il s'agit donc de Le silence des ogres de Sandrine Roudet. J'avais adoré la 4e quand j'ai découvert ça sur le catalogue de chez Kalman. C'est l'histoire d'une fille de 19 ans qui rencontre son père pour la première fois. C'est l'histoire d'une fille de 28 ans qui choisit de ne plus le revoir. C'est l'histoire d'une fille de 48 ans qui, alors qu'elle commence une relation amoureuse, vacille en entendant un inconnu prononcer le prénom de son père. Pourquoi ne se parle-t-il plus? Elle a oublié. Dans ce roman intense et poétique conçu comme un jeu de pistes autour de la mémoire et des mots, Sandrine Roudet interroge la construction d'une fille sans père. De son écriture précise et à fleur de peau, elle explore le vide, le manque, les blancs que comble l'imaginaire, mais aussi le besoin de filiation à l'âge adulte et le défi pour une femme de trouver sa place. Et sinon, tout en haut, c'est écrit « On ne pleure pas les gens qui nous abandonnent, on les idéalise, on les hait, on les enterre vivants en nous ». Voilà, ça je le lis en septembre je crois ou en août, je ne sais plus, donc je vous en reparlerai très rapidement. Un grand merci Kalman Levy pour l'envoi, il fait environ 260 pages. Ensuite, c'est une réception de chez Albin Michel, c'est un graphique d'un de mes livres préférés. Ça sera en librairie le 14 août 2024, le même jour que la sortie de son nouveau roman. Il s'agit de l'adaptation en graphique de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta par Carbone et Juliette Bertaudière. Je vous montre très rapidement les couleurs utilisées. On est sur un camailleux de couleurs. Avec Tout le bleu du ciel, son premier roman, Melissa d'Acosta a conquis les lecteurs par centaines de milliers. Depuis, ces personnages cabossés par la vie et pourtant si lumineux font partie de nous. C'est vraiment un de mes romans préférés, celui-ci. Si jamais vous ne l'avez pas lu, je vous assure qu'il n'est pas surcoté. Vous pouvez foncer, découvrir Tout le bleu du ciel. Joanne répond à une annonce proposant d'accompagner dans son road trip un jeune homme souffrant d'un Alzheimer précoce. 3 jours plus tard, avec un grand chapeau noir et un sac à dos, elle monte dans le camping-car d'Émile, direction les Pyrénées. Ce qui pousse Émile à fuir, on le sait. Il entend profiter pleinement et librement du temps qui lui reste. Pour Joanne, mystère. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté à la rencontre des autres et à la découverte de soi. Je suis tellement contente de recevoir ce graphique et de retrouver Joanne et Émile, pour qui j'avais eu un vrai coup de foudre. Voilà, je suis très très contente de cette réception et je vais la lire très très vite. Un très grand merci Albin Michel pour l'envoi. Ensuite, c'est un petit colis qui me vient de chez Verso et il s'agit d'une box autour d'un nouveau roman qui paraît chez eux, La mort de Tante Dimity. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? On dirait des autocollants, ils sont trop jolis. En holographique un peu là, je sais pas, non, ça se voit pas à la caméra mais c'est très joli. Une petite carte.
Ah mais non, c'est les trucs pour mettre au carreau. C'est un suncatcher. Les suncatchers sont des attrape-soleil arc-en-ciel. Ils captent les lumières et transforment votre maison en un véritable lieu de bien-être. Une présence aussi réconfortante que celle de Tante Dimitri grâce à un sac autocollant. J'en ai 2. Je vais pouvoir en mettre un. Je peux pas en mettre sur mes fenêtres dans mon bureau, c'est dommage, mais j'en mettrai très certainement un dans ma chambre parce qu'en plus je les trouve vraiment très jolis. Et le roman. J'adore la couverture, je la trouve tellement canon. L'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de Tante Dimitri qui lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que Tante Dimitri a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort, compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage des Cotswolds, mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de Tante Dimitri semble veiller sur elle. Le premier tome de la série d'enquête plus cosy que mystery, best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. La mise en page, elle est vraiment très très belle. Je suis hyper fan de l'objet livre en tout cas. Voilà, ça je me le suis mis en août je crois. Ou peut-être même ce mois-ci. Peut-être que c'est sur juillet que je vais lire celui-ci. Voilà, je vous en reparle très rapidement. Un très grand merci aux éditions Verso pour l'envoi. Voilà, au programme de cette semaine, ça sera très certainement très chill à la maison. Samedi, on fait l'anniversaire d'Owen à la maison avec ses copains. Ça faisait plusieurs fois qu'on le faisait dans une grande structure de jeu, vous savez, avec les châteaux gonflables, enfin bref, ces grands machins là. Et là, non, il a dit ça serait mieux cette année, maman, qu'on le fasse à la maison. Donc voilà, me voilà avec ses copains à la maison samedi. Et comme il me prend pour une organisatrice d'événements, il m'a demandé un thème et de lui préparer des jeux et tout un tas de trucs. Donc j'ai dit oui, je le fais avec grand plaisir. Mais j'avoue que je suis pas en avance sur mes préparations. J'ai plein d'idées, donc bon, je vous montrerai 2-3 petites choses si jamais ça peut vous inspirer. Voilà, et sinon je vous reprends un petit peu plus tard pour vous parler de mes lectures. Je suis en train de mettre les enveloppes à la poubelle et je me rends compte qu'il y avait ça dans le Mélissa d'Acosta. C'est pour écrire son nom sur les bâtisses. Je vous reprends, on est mercredi et je vous reprends pour vous faire le date de ces 3 lectures. 3 lectures noires et rouges, mais complètement éclectiques au niveau des genres, à l'image de ce que je lis en fait. Il y a un roman très puissant, un thriller bien gore et un roman jeunesse. Alors, je vais commencer par Fifth Gambit de Keyon Lewis, qui est donc un roman qui est paru aux éditions PKJ. C'est un tome 1. Dans ce roman-là, on va suivre en fait la famille Quest. La famille Quest, c'est une famille de voleurs de génération en génération. Et pourtant, la jeune fille de la famille, Ross, elle a d'autres projets en tête. Elle en a marre, elle veut faire un petit peu autre chose. Elle aimerait aller à la fac, etc., etc. Elle fait une mission avec sa mère, un peu une dernière mission. Elle n'a pas encore dit à sa mère, mais en gros ça va être ça. Sauf que cette mission va mal tourner et que sa mère va se faire kidnapper et que la rançon est d'1 milliard de dollars. Et on lui demande ça rapidement. Donc en fait Ross, elle va pas pouvoir réunir cette somme, mais il y a une sorte de proposition qui va tomber à pic à peu près au même moment. On va lui proposer de participer au trophée. C'est une sorte de compétition entre voleurs avec que des voleurs de haut niveau. Et en fait, le gagnant de ce trophée
peut demander la réalisation d'un de ses souhaits. C'est pour elle la seule solution qu'elle trouve. Elle part faire cette compétition. Dans cette compétition, il y aura son ancienne meilleure amie à qui elle n'adresse plus la parole. Il y aura également un garçon très séduisant d'une famille de voleurs rivales. Etc., etc. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est une lecture, je vous l'ai dit, que j'ai passée à l'audio et le format audio se prête très bien à ce roman-là. C'est plein d'actions, plein de rebondissements. C'est un roman jeunesse, young adulte, je le redis. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, j'ai beaucoup aimé Ross, j'ai beaucoup aimé cette jeune fille qui n'a qu'une seule envie, s'émanciper et ne pas être celle qu'on attend. Voilà, sa famille, elle n'a pas envie en fait de devenir, de continuer cette grande lignée, elle a envie de s'émanciper, elle a envie de faire les choses par elle-même. Et malheureusement, elle n'a pas trop le choix finalement que de continuer ce domaine dans lequel elle excelle, puisque c'est une excellente voleuse. Et ce trophée va lui prouver en fait qu'elle a d'énormes compétences. Elle va nous le prouver à nous, qu'elle a d'énormes compétences. C'est vraiment distrayant, c'est vraiment divertissant. J'ai passé un bon moment avec ce roman. J'aime beaucoup comment ça termine. On sait que c'est un tome 1 et le final me plaît beaucoup et te donne extrêmement envie en fait de te procurer le tome 2. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais il est certain que je lirai la suite. Il fait combien de pages ce roman-là? 400 pages, je ne sais pas combien de temps j'ai passé à l'écouter, mais c'est passé très vite et je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Ensuite, j'ai lu L'art du meurtre de Christelle Duchamp, donc là on part dans un tout autre registre. Si on est avec Audrey Durand, une enquêtrice qui d'abord a fait des études d'art et qui finalement a pris une toute autre direction dans sa carrière et qui est devenue flic. Et ça tombe bien parce que le meurtre sur lequel elle est appelée à avoir un chemin plutôt étroit avec le milieu de l'art. Elle est appelée sur une scène de crime où un homme, un avocat à la retraite, est retrouvé torturé, mutilé, assis à sa table, face à une table dressée pour un dîner, on dirait, avec un crâne devant lui. Une drôle de scène, une drôle de mise en scène, une très glauque scène de crime. Et évidemment, il y en aura des autres, des meurtres de ce type. Et on va très vite comprendre que voilà, tous ceux qui sont morts, ce sont des gens de familles plutôt aisées, avec un peu des vies torturées. Le premier, notamment, fréquente les clubs sadomasochistes. Enfin voilà, elle nous emmène dans des ruelles sombres, dans des ruelles un peu étroites et crasseuses, je trouve. Mais ça fait tout le charme, en fait, de ce thriller. Charme, je m'entends. Voilà, on est sur une atmosphère très glauque, très sombre. Tous les personnages, autant qu'ils sont ravagés, que ce soit les enquêteurs, les gens qui vont les aider dans leurs enquêtes, ou ceux qui sont morts. Vraiment, tu te dis, il n'y a personne pour relever le niveau là-dedans, ils ont tous une tare. Tu te dis que ce milieu mondain a d'étranges passions, d'étranges envies. On va aller sur des choses qui, je crois, existent réellement. Je me suis pas regardée sur le truc, mais voilà, des drôles de ventes aux enchères avec des morceaux de peau qu'on te vend, des gens qui se mutilent en direct. Enfin, voilà, on va sur une atmosphère très glauque, très comme ça. Tu te demandes, évidemment, qui est le meurtrier du début à la fin. Tu te doutes de qui est le meurtrier du début à la fin, mais elle arrive à t'emmener dans des chemins sinueux et tu te dis non, en fait, je fais complètement fausse route, c'est pas ça, pour que ce meurtrier appose sa signature à sa toile à la dernière page où tu te dis ah c'est dégueulasse, tout est dégueulasse du début à la fin. Et c'est intelligent parce que c'est pas un thriller construit, enfin c'est pas un thriller avec un final comme on a l'habitude d'en lire, c'est très intelligent, très bien menée, il y a 300 pages et tu t'ennuies pas une seconde, elle va à l'essentiel et je confirme ce que j'ai dit sur un précédent roman de Christelle Duchamp, j'aime vraiment beaucoup sa plume, vraiment très glauque, très particulière. Je lirai avec grand plaisir un autre roman de l'autrice. Et pour finir, un coup de cœur intersidéral. J'ai terminé Tenir debout de Melissa d'Acosta. Il sort que le 14 août, mais je vais vous en parler maintenant parce que il y aura très certainement une pause estivale sur les semaines à venir pour les vidéos YouTube, donc j'aurai pas l'occasion de vous en reparler au moment de sa sortie, donc je vais le faire maintenant. Tenir debout, je vous conseille de le lire à l'aveugle, de ne pas lire la quatrième, de toute façon la quatrième ne dit pas grand chose finalement, et de vous laisser bercer, porter
par la puissance et la poésie de la plume de Mélissa d'Acosta, qui livre une nouvelle fois une prestation incroyable. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vais quand même vous pitcher très brièvement l'histoire. On est sur une jeune fille qui s'appelle Éléonore. Éléonore, elle est ouvreuse au théâtre et il y a une passion qui va naître petit à petit avec l'un des acteurs. Alors ça, on le vit plus tard dans les pages. On va apprendre à connaître le couple plus tard, au fur et à mesure du roman. Mais pour vous donner la situation de départ, Éléonore, elle est très amoureuse, ça y est, François va quitter sa femme et ils vont enfin pouvoir vivre cet amour au grand jour. Voilà, elle est beaucoup plus jeune que lui, c'est toujours l'amour un peu... T'as l'impression que François, il fait un peu sa crise de la cinquantaine et qui va se mettre en couple avec une petite jeune. Mais pourtant, voilà, c'est brutal, c'est passionnel, c'est enivrant, c'est vraiment une vraie passion, c'est un amour brûlant. Sauf que François, il a un accident de scooter, je crois qu'il est en scooter, si je dis pas de bêtises, il se fait renverser par un bus. Et le verdict est sans appel. François ne pourra plus se tenir debout. Elle va vous raconter l'histoire d'un couple dont l'amour naissant aurait dû devenir volcanique. Avec cette nouvelle vie qui s'offre à eux, voilà, ils allaient prendre un appartement ensemble, ça y est, ça allait être le début de leur vie de couple, sauf que c'est un début complètement différent, c'est un début très fort et très puissant, mais pas de la bonne manière. François, évidemment, c'est un acteur, c'est un showman, j'ai envie de dire, qui va se retrouver prisonnier, allongé d'un corps qui n'est plus le sien. Et il va y avoir toutes les conséquences qu'on imagine. C'est un homme qui a plus envie de vivre, c'est un homme qui va être empli de haine, ce que l'on peut comprendre. Et puis t'as à côté Éléonore, qui était très amoureuse du personnage de François. Et est-ce qu'on peut encore être amoureuse aussi fort d'un homme qui ne se tiendra plus jamais debout? Elle soulève des vraies questions, des vraies interrogations. Et elle le fait avec tellement de talent. Il est tellement fort ce roman. Elle m'a mis les frissons du début à la fin. On va vivre une passion destructrice, une passion qui fait tellement mal, mais en même temps c'est tellement beau. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part que ce roman est d'une puissance incroyable. Ça fait 600 pages et pendant 600 pages, tu vibres avec ce couple, tu as envie que finalement ce couple se sépare parce que tu as l'impression qu'ils se font du mal. Mais je crois qu'il faut en passer par là, en fait, quand tu es dans une situation aussi atroce que la leur. Et Mélissa d'Acosta, elle le fait avec puissance et sans voyeurisme, en fait. C'était tellement beau. Il y a un nombre incalculable de tirades qui te mettent les frissons, qui te font pleurer. J'ai eu les larmes aux yeux un nombre incalculable de fois. Pardon, j'ai encore l'émotion qui monte quand j'y pense. Et quand tu arrives à la dernière page au tombé de rideau, tu te dis, mais c'est fou, ce roman est fou. C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre dont l'intensité va te laisser sans voix. Tu sais, le moment où le rideau se baisse et que t'es comme ça. Et tu te dis, je viens d'assister à un truc de dingue. Et tenir debout, c'est ça. T'assistes à quelque chose de dingue, à quelque chose de fort. Et foncez en librairie le 14 août. Foncez lire une nouvelle fois La puissance de la plume de Mélissa d'Acosta. Pourquoi cette nuit? Pourquoi j'ai craqué à 3h du matin? Pourquoi j'ai chuchoté Ryan, Ryan, tu dors? Jusqu'à ce qu'il se réveille. On était vendredi soir, c'est terrible un vendredi soir ici dans mon état. Un vendredi soir enfermé dans un corps inutile, invalide à supporter la douleur. Dans ma vie d'avant, le vendredi soir était le jour de la semaine que j'attendais avec impatience. Les représentations du vendredi étaient toujours les meilleures. Il y avait ce je ne sais quoi dans l'air qui rendait le public réceptif, léger. La perspective du week-end peut-être, le théâtre vibrait d'une atmosphère à part comme si nous respirions sur le même tempo. On obtenait plus d'ovations que n'importe quel autre jour de la semaine. Le vendredi soir était festif, toute la bande était là au grand complet. Personne ne cherchait à échapper à la tournée générale. Camille et Léo étaient là sans faute, pas de cours ni d'examen pour les faire rentrer plus tôt. Elles venaient danser avec nous. Le vendredi, Léo portait des talons, un petit sac verni et des boucles d'oreilles. C'était soir de fête. Je l'aimais encore plus intensément que les autres jours. C'est parce qu'on était vendredi soir que j'ai craqué. Il faut que ça cesse.
Cette pensée s'est imposée à moi. Il faisait noir et je fixais les plafonniers. Je pouvais pas les voir dans l'obscurité, mais à force de les avoir en face de moi tout le jour durant, leur image s'est imprimée dans ma rétine et je les voyais, comme 3 ronds agressifs qui m'empêchaient de trouver le repos. La phrase revenait « ça doit cesser ». Combien de temps encore prisonnier de mon corps, dépossédé de tout ce qui faisait que j'étais moi? Ce n'était pas une question de douleur physique, non. C'était à cause de ma vie qui s'était arrêtée et de la parodie d'existence qui m'attendait. Personne ne saura que tu l'as mise entre mes mains. J'ai vraiment cru que Brian pourrait m'aider. T'es pas sérieux, mec? Une lame, c'est tout, je ferai ça vite. Non, en quelques minutes ce sera terminé, tu pourras appeler l'infirmière. On débarrassera mon corps aussitôt. Tu n'auras pas à contempler ça. Je le voulais si fort, je me sentais tout à coup extrêmement lucide, comme si mon cerveau s'éveillait enfin. Voilà, c'est puissant comme ça, pendant 600 pages. Ayez le cœur bien accroché et laissez-vous porter par cet amour beau, par cet amour parfois destructeur et parfois tellement puissant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour mes 3 romans lus. Je suis toujours dans le secret des Deveril au niveau de la lecture. J'ai pas hyper bien avancé. Et au niveau de l'audio, j'avance aussi tranquillement. Donc voilà, je sais pas si je pourrais vous faire l'update de ces 2 romans-là dans ce vlog. On verra bien. L'audio, c'est sûr que non. Le secret des Deveril, j'aimerais bien. Voilà, là on est mercredi. Cet après-midi, je vais avancer encore les petites décos pour l'anniversaire d'Owen. J'aimerais bien finaliser tout ça un maximum aujourd'hui. Parce que normalement, le mercredi, j'ai les enfants. Mais là, ils sont centre aéré pendant les vacances. Donc, j'ai mon mercredi après-midi pour faire tout un tas de trucs. C'est absolument génial. Je vous reprends enfin, on est jeudi. Je vous ai lâchement abandonné il y a une semaine. J'ai eu très peu de temps finalement cette semaine pour vlogger, faire du montage, etc. pour lire même. Mais je reviens quand même clôturer ce vlog pour pouvoir vous le proposer très certainement ce week-end. Alors déjà, on va revenir sur la lecture en cours. Il s'agit, enfin la lecture terminée plutôt, je l'ai terminée hier soir, j'aurais mis presque 10 jours à le lire. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis autant de temps à lire un livre, pourtant il est pas très... il fait 500 pages. Mais voilà, j'ai eu très peu de temps et puis on est parti en week-end dimanche lundi pour l'anniversaire d'Owen. J'avais oublié mon livre. Voilà certainement une des explications du pourquoi du comment. Bref, j'ai terminé Le secret des Deveril de Santa Montefiore. C'est le tome 1, Fille d'Irlande. Je lis les remerciements et je crois donc comprendre qu'il y aura en tout et pour tout 3 tomes. Le roman commence, on est en Irlande, on est en 1900 et on va suivre principalement Kitty Deveril. C'est une jeune fille, une jeune fille anglo-irlandaise issue d'une famille de nobles. Et bah voilà, elle fait sa petite vie de noble, j'ai envie de dire. Et elle va se lier d'amitié avec la fille de la cuisinière qui s'appelle Bridie. Et voilà, elles ne sont pas du tout issues du même milieu, mais pourtant l'amitié va triompher puisqu'elles ont le même âge et qu'elles s'entendent extrêmement bien. Les années vont passer et hélas, va rentrer dans l'équation un homme qui s'appelle Jack O'Leary et elles vont toutes les deux tomber amoureuses de ce jeune homme et ça va être le début des ennuis. Le début des ennuis parce que Jack va en aimer une et pas les deux et ça va poser un très gros problème. On est sur une vraie saga familiale, on est sur une vraie histoire de nobles, de châteaux, etc. Vous devriez beaucoup aimer l'ambiance si vous êtes, voilà, si vous aimez les romans historiques, si vous aimez les sagas, je pense aux sagas de Anne Jacobs par exemple, ou ce que peut proposer Tracy Rees. On est vraiment sur ce délire-là, on est vraiment sur une saga, on est sur des paysages irlandais qui font rêver, et puis on est sur cette guerre, entre guillemets, cette Irlande qui veut devenir indépendante, qui
qui ne veut plus appartenir à l'Angleterre. Tout ça est la trame de fond de ce roman et de tous les déchirements qui vont suivre. Kitty Deveril, elle se sent profondément irlandaise, pourtant d'origine elle est anglaise, elle ne sera jamais acceptée réellement par son pays de cœur, l'Irlande, et pourtant elle se battra furieusement pour l'Irlande. Je commence ce roman avec cette sensation de déjà-vu, avec cette famille de nobles, avec ses histoires, avec ses secrets de famille, avec cette mère très hautaine qui n'aime pas spécialement sa fille. Alors c'est la plus petite de la famille, mais elle est complètement rejetée par sa mère. Voilà, je commence ce roman avec un sentiment de déjà-vu, qui ne me dérange pas puisque j'aime énormément ce style d'histoire. Et puis les premiers secrets vont faire leur apparition et là tu te dis ok, on est sur une vraie conteuse. Santa Montefiore, elle nous propose vraiment une histoire très complète, très construite, beaucoup de personnages, mais pas énormément non plus, assez pour faire vivre le roman et avec des gros secrets. Il va se passer des choses absolument atroce dans ce roman. Il y a des scènes très difficiles à lire. Il y a de la romance, il y a de l'amour, il y a des châteaux, il y a des domestiques, il y a des trahisons et je vous dis de très gros secrets, de très grosses trahisons. Je me suis complètement laissée embarquer par cette saga. Je me suis complètement... J'adore Kitty Deveril, j'adore ce personnage. Elle, voilà, c'est cette rousse flamboyante qui a une bienveillance incroyable en elle, une détermination aussi, et ce personnage, il est venu tout de suite me conquérir. Je sais que la suite est en décembre 2024, je la lirai immédiatement à sa sortie. Il faut absolument que je me fasse une fiche de lecture sur ce roman-là pour ne pas oublier toutes ces petites choses, toutes ces petites trahisons, tous ces petits détails qui, je le sens, vont être importants dans le tome 2. Il y a des choses que tu vois arriver, c'est gros, mais c'est pas grave. Ça m'a pas dérangé du tout. La plume, elle est vraiment hyper fluide, ça se lit très bien. J'ai mis 10 jours à le lire, mais sincèrement, en temps normal, si j'avais pu accorder du temps à ma lecture comme je le fais habituellement, c'est un roman que j'aurais dégommé en 3 jours, sans aucun doute. Et en même temps, je suis contente de l'avoir laissé traîner sur 10 jours parce que je me sentais bien dans ce château des Deveril. On part aussi un peu en Amérique, on va en Angleterre, on va à plein d'endroits, on voyage. Voilà, c'est un vrai roman. Le roman, pour moi, c'est ce truc qui te fait apprendre des choses sur l'histoire, qui en même temps te fait voyager, qui te met un peu de baume au cœur avec de la romance et qui te raconte une histoire de famille incroyable et tout est réuni dans celui-ci. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois qu'on s'approche très grandement du coup de cœur sur Le Secret des Deveril. Je suis très difficile pour vous sortir un coup de cœur, mais on s'en approche grandement. Donc voilà, si vous aimez les romans de ce style, vous devriez passer un excellent moment. Sinon, j'ai fait 2 petites réceptions que je vais ouvrir avec vous. La première, ça me vient du Cherche Midi. C'est un roman que j'attendais grandement. Il s'agit du nouveau roman de d'un de mes duos préférés, Christian Némiec et Ludovic Manchette, et ça s'intitule À l'ombre de Winnicott, je suppose qu'on dit, je vais vous lire la 4e. Il y a beaucoup de monde, remarqua la visiteuse à peine entrée. Lucille compta. Nous sommes 8, 9 avec vous. Je ne parlais pas des vivants. Sussex, Angleterre, 1934. Alors qu'ils viennent d'emménager dans le manoir de Winnicott Hall, Archibald et Lucie Montgomery confient à Viviane Lombard, une Française à l'attitude et au franc-parler peu ordinaire, l'éducation de Georges, leur jeune fils aveugle. Tandis que la perceptrice et l'enfant apprennent à s'apprivoiser, un doute s'instille peu à peu chez eux, comme chez tous les habitants de la vaste demeure, maîtres des lieux et personnel confondus. Une présence invisible ne rôderait-elle pas entre les murs de la vieille bâtisse? C'est une épreuve non corrigée, ça sort le 29 août. Écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. J'adore cette plume, elle a su vraiment... J'ai eu un coup de cœur tellement incroyable pour Alabama 1963. J'ai adoré America, donc voilà, je suis très contente de retrouver leur plume et ce duo que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai fait une très grosse réception de chez Pocket. Ils m'ont envoyé 6 romans. Je pense que c'est leur rentrée littéraire. Tout ça paraîtra en août 2024, le 14 août pour chacun de ces romans. J'ai reçu Big Girl de Mecca Jamila Sullivan. Malaya Clondon, 8 ans, 76 kilos. Sa mère s'obstine à la traîner chaque semaine à des réunions Wet Watcher qu'elle déteste. Partout, son corps en homme est montré du doigt et considéré comme un problème. À la maison, les femmes de sa famille lui font subir une pression étouffante. Sur les bancs de son école pour riches blancs de l'Upper East Side ou dans le Harlem tumultueux des années 90. Malaya endure critiques et discrimination.
La petite fille grandit au rythme du hip-hop et devra apprendre à briser les stigmates qui entourent le corps des femmes pour enfin embrasser son propre désir. Ensuite, j'ai reçu Magnifique de Jean-Félix Delaville-Baugé. Je connais pas du tout celui-ci. Celui-ci, il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Alors celui-ci, ça me dit rien. Magnifique vit au bord du lac de Genève. Elle s'apprête à subir une opération bénigne, mais au cas où décide d'écrire à son mari ce qu'elle lui a toujours caché. Le récit de ce qui a précédé leur rencontre il y a 28 ans dans les collines du Rwanda. La voix d'une héroïne d'exception s'élève. C'est très court ça. Ça fait 160 pages. Ensuite, j'ai reçu La danse des damnés. C'est pareil, ça c'est un livre qui me parle. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu passer, de Kieran Millwood Hargrave. Strasbourg, 1518, sur le parvis de la cathédrale, une femme s'avance et sous le ciel brûlant se met à danser. Une autre la rejoint, puis une autre encore. Bientôt, elles sont des centaines à entrer dans la transe des jours durant comme possédées. Non loin de là, Lisbeth récolte le miel de ses ruches. Auprès des abeilles, elle oublie son angoisse de perdre une fois de plus l'enfant qu'elle porte. Alors que la ville semble s'effondrer sous la chaleur et les pans des danseuses, le retour d'Agnette, après 7 ans d'exil pour un crime que tout le monde tait, promet de faire voler en éclats le monde de Lisbeth. Déterminée à découvrir le secret de sa belle-sœur, voilà bientôt Lisbeth prise dans un tourbillon d'interdit et de passion, une mélodie à en perdre la raison. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai reçu Nos cœurs disparus de Céleste NG. États-Unis d'Amérique dans un futur proche. L'existence de tous est rythmée par des lois liberticides. Tout ce qui sonne étranger est considéré comme séparatiste, anti-américain, dangereux pour la société. Les livres tenus pour séditieux sont retirés des bibliothèques, à commencer par ceux de la poétesse Margaret Mihu, d'origine asiatique disparue mystérieusement 3 ans plus tôt. Bien décidé à la retrouver, son fils Bird, aidé par un réseau clandestin de bibliothécaires, va peu à peu prendre conscience du sort des opprimés et de la nécessité impérieuse de porter leur voix. Sa quête, dès lors, devient un acte de résistance, et la poésie est le dernier rempart de la liberté. Ensuite, de Régis Franc, j'ai reçu Je vais bien, c'est pareil, c'est un petit livre. Des regrets, très peu pour lui, mais un jour qu'il croise à Londres son reflet dans une vitrine, le fils doit bien se rendre à l'évidence. Ce visage, cette démarche, il ressemble à son père. Le passé et le présent se télescopent. Il croyait pourtant l'avoir laissé derrière lui, ce passé marqué dès l'enfance par le sceau du chagrin. Alors, quand il faut retourner dans la maison familiale de ses jeunes années, ce n'est pas par gaieté de cœur. Mais il reste le père, maçon, communiste, poète occitan. Le père qu'il faut visiter, le père qu'il faut enterrer, le dernier des siens. Face à la mer, le fils devenu vieux se souvient. Et pour finir, Les grandes nacres de Catherine Baldi-Seri. Elle est la gardienne des profondeurs, comme ses aïeuls avant elle. Ephicia est une fémina. Moitié sirène, moitié sorcière, elle est seule sur son île à savoir récolter la fibre des bivalves, ce filament magique dont on brode la soie marine. Sans blesser le coquillage ni souiller le littoral, un savoir ancestral qu'il s'agit aujourd'hui de transmettre, mais à qui? Rosalia, sa petite fille, ne demande qu'à être initiée. Comment dans un monde de marchands faire perdurer ce don? Saura-t-elle, face aux enjeux climatiques, préserver le mystère des grands nacres? Voilà pour ma réception de chez Pocket, que je remercie grandement. Je ne sais pas lequel me tente le plus, Big Girl peut-être. Celui-ci me tente plutôt pas mal. Celui-là, pourquoi pas aussi. Celui-là, un peu moins. Celui-là, un peu moins. Celui-ci, il est très mystérieux, je trouve. Et celui-ci, pourquoi pas également. Dites-moi, vous, en commentaire, lequel vous tente le plus. Un très grand merci aux éditions Pocket pour l'envoi. Voilà, sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Je vais clôturer ici. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vlogger ou pas la semaine prochaine, ou si je commence ma petite pause estivale dès maintenant et qu'on se retrouve à la rentrée de septembre. Surprise, y aura-t-il un vlog la semaine prochaine? Je ne sais pas. Mais sinon voilà, on se retrouvera en septembre. Je vais faire une petite pause pour l'été. Je vais avoir pas mal de petits changements à la rentrée de septembre et voilà, j'ai envie de passer un mois d'août à ne penser et ne réfléchir à rien. Voilà, sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas de prendre le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.